Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois pour ce nouvel épisode de Astronomer at Home, un ou une astronome à la maison qui vous invite chez elle et puis que vous invitez aussi voilà, chez vous. Aujourd'hui, nous allons passer une heure ensemble avec Yael Nazé. Bonjour. Bonjour. Juste avant que l'on discute ensemble, on va comme d'habitude passer d'abord la parole à ma collègue, donc Camille. Bonjour Camille. Bonjour tout le monde. Comme d'habitude, vous pourrez poser vos questions en mettant votre prénom et votre âge si vous voulez une réponse personnalisée. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de révéler votre identité. Et puis, vous allez pouvoir poser des questions à Yael Nazé qui va vous présenter son sujet, éviter de trop en déborder. Et moi, je ferai des paquets de questions en vous indiquant à peu près quand je peux qui sera l'auteur de la prochaine question. Bonne séance. Merci beaucoup Camille. Alors Yael, on se retrouve ensemble. On va donc discuter aujourd'hui d'un sujet absolument passionnant qui est le sujet des étoiles massives. On va te présenter. Donc tu es astrophysicienne à l'Université de Liège, FNRS. Voilà. Est-ce que tu peux déjà voilà, nous parler un petit peu de ton travail, de ce que tu fais, de la thématique générale dont tu vas nous parler un petit peu. Ça laissera aux gens qui sont en train de se connecter à la chaîne le temps de poser les premières questions que Camille nous fera remonter tout à l'heure. Alors, moi, je suis un astronome observateur, donc ça veut dire que je fume pas la moquette, quoi. Je suis concret. Je regarde des étoiles avec différents instruments qui se trouvent sur Terre ou dans l'espace. Mhm. Voilà, l'idée, c'est d'essayer d'un petit peu de comprendre ces objets-là. Alors moi, mes objets, mes petites étoiles à moi, ce sont des étoiles massives, donc des étoiles qui commencent leur vie avec généralement au moins 20 fois la masse du Soleil et qui peuvent aller jusqu'à 100 masses solaires, hein, typiquement. Et donc, moi, je les étudie un peu tout au long de leur vie. Donc, j'étudie pas leur naissance, j'étudie pas leur mort. Je sais bien qu'elles font des trucs comiques, des pulsars, des magnétas, des trous noirs, tout ce que vous voulez après. Hein. La nova, elles font des machins comiques. Ok, mais moi, je fais pendant leur vie. Ok, D'accord. donc, alors, ces étoiles-là, elles ont une particularité, je crois qu'on peut les montrer. Hein, il s'agit d'étoiles dans la fameuse classification d'Annie Cannon. C'est les étoiles O, c'est les premières dont on Voilà, parle. elles sont ici. Ce sont des grosses étoiles bleues. Donc, le Soleil, c'est une G. Comment les O, c'est des grosses bleues. Alors, bleu, vachement bleu, on est dans l'ultraviolet. Et en fait, globalement, ces étoiles-là sont des étoiles un peu particulières. Pourquoi? Parce que, vous savez, le Soleil va vivre à peu près typiquement 10 milliards d'années. Mais mon étoile, d'accord, elle a plus de carburant vu qu'elle a, allez, disons 100 masses solaires. Hein. Le problème, c'est qu'elle elle va être aussi 1 million de fois plus lumineuse que le Soleil, ce qui veut dire qu'elle utilise le carburant 1 million de fois plus vite. Alors ça, c'est embêtant parce que si vous avez 100 fois plus de carburant, mais vous l'utilisez 1 million de fois plus vite, votre durée de vie va être forcément extrêmement réduite. Et donc, typiquement, mes étoiles, elles vivent 1 million d'années, 2 millions d'années, enfin quelques millions d'années, 1 million d'années pour les 100 masses solaires, et puis on peut aller jusqu'à 10 millions pour des 10 masses solaires. Et ces étoiles-là, du coup, comme elles vivent très peu de temps, c'est compliqué, quoi. Surtout qu'en plus, quand on a un nuage qui forme des étoiles, elles forment en plus très peu d'étoiles de ce type-là. Donc, ce sont des étoiles qui restent très peu connues, alors qu'elles sont super importantes. Moi, je dis souvent que c'est les reines de la population stellaire, parce que, globalement, ce sont des sources qui émettent énormément d'ultraviolet. Donc, ça va un petit peu c'est celles qu'on voit de loin, c'est celles qui vont contrôler un peu tout leur environnement, ioniser les nébuleuses, ce genre de choses. Donc si vous voyez une jolie nébuleuse, c'est qu'il y a une source chaude pas loin, donc voilà. Et Tout ça, c'est à cause des étoiles où vous les voyez. d'accord. Juste une petite chose. Donc tu nous disais que ce genre d'étoiles, enfin tes étoiles de prédilection vivent de l'ordre du million d'années. Est-ce que tu peux juste rappeler pour tout le monde, du coup en comparaison, combien de temps vit le Soleil? 10 milliards. Voilà. Donc on est sur 10 000 fois moins Ouais. que la vie du Soleil.
Donc Le Soleil, c'est une étoile G comme celle que vous voyez à gauche. Donc c'est vraiment un clin d'œil par rapport à la vie du Soleil. Elles naissent, elles vivent très vite et pouf, elles meurent. Et voilà, l'idée, c'est vraiment ça. Elles ont plus de carburant, mais elles l'utilisent beaucoup plus et beaucoup plus vite. Donc 1 million de fois plus vite et 100 fois plus de carburant, vous faites le rapport, ça fait 10 000 fois. Donc c'est effectivement le rapport entre les 10 milliards d'années et le million d'années. D'accord. Alors juste avant que l'on fasse remonter un petit peu les questions du chat qui commencent à se poser, j'avais une petite question. Tu nous disais que ces étoiles-là étaient géantes, très massives, ça se compte en dizaines de masses solaires. Est-ce qu'il y a a priori une masse limite maximale à la masse des étoiles, ou est-ce que c'est encore une question en débat? Ou est-ce qu'on ne sait pas du tout? C'est une grosse question en fait. Théoriquement, donc si on regarde au niveau de ce qui se passe au cœur de l'étoile, au moment où on commence avec la formation de l'étoile à avoir une compression et avoir des réactions nucléaires qui se forment au cœur, là, il y aurait en fait une limite qui serait aux alentours d'une centaine de masses solaires. Mais bon, les théoriciens ne peuvent pas nous dire beaucoup mieux, c'est-à-dire que ça pourrait être 70 comme ça pourrait être 200 quoi. Enfin, ils ne peuvent pas aller plus loin que ça, il y a quand même pas mal d'incertitudes sur ces modèles. Donc on sait qu'il devrait y avoir une limite. D'accord. On pense qu'il y en a une. Alors maintenant, en pratique, au niveau des observations, là, ce qu'on peut faire, c'est observer par exemple des grands groupes d'étoiles, comme il y a pas loin du centre de la galaxie, dans l'amas du quintuplet. Et là, on a essayé de regarder beaucoup de petites étoiles, un peu moins d'étoiles moyennes, et on essaie de regarder, OK, jusqu'où est-ce qu'on va? Et il se fait qu'à un moment, quand on commence à compter, il en manque. Ah. Il manque des étoiles de 300 masses solaires, on n'en voit pas, des 400, on n'en voit pas. Donc, à un moment, on a l'impression qu'il y a une limite qui est environ, là aussi, bon, c'est pas précis à la masse solaire près, on est à peu près à 150 masses solaires. Alors, un deuxième essai, c'est que, bon, évidemment, quand vous voyez une étoile comme ça, vous ne pouvez pas donner une idée de sa masse exactement. Il faut que, pour estimer la masse, qu'il y ait un couple d'étoiles qui se tournent l'un autour de l'autre. Et ça, c'est les lois de Kepler. On les connaît bien, ça fait 4 siècles qu'on les connaît, elles marchent super bien. Et quand vous observez le mouvement d'une étoile autour de l'autre, vous pouvez déterminer la masse des deux objets, surtout si elles s'éclipsent, qui évidemment donne l'idée de l'inclinaison. Alors avec ça, on a des étoiles un peu particulières, et notamment, voilà, une des meilleures au niveau des estimations, de la précision des estimations, elle se trouve dans Westerlund 2, c'est notre équipe qui l'a trouvée, elle s'appelle WR20A, et c'est un couple qui a une étoile qui fait 83 masses solaires et une autre étoile qui fait 84 masses solaires. Alors autant vous dire, elle se tourne autour en quelques jours, hein, c'est moins de 4 jours. Vous imaginez former deux monstres comme ça qui se tournent autour à cette vitesse-là, on ne sait pas. Pour le moment, on ne sait pas encore. Westerlundo, donc j'ai mis l'image que d'ici de voilà, Westerlundo. Oui. Alors WR20 elle est un peu sur le côté, mais c'est vrai que le cœur de l'amas est tellement joli que... Oui, j'ai ciblé sur le cœur de l'amas. Du coup, Camille, dis-nous, est-ce que nous avons des questions de la part des personnes qui sont dans le chat? Quelques-unes, effectivement. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si c'est ça que tu viens de poser, Pierre. J'étais un petit peu ailleurs. On voit l'étoile en question sur l'amas ou pas? Est-ce que tu sais à peu près dans quelle zone? Non, elle est un peu sur le côté, mais c'est pas grave. Elle est si jolie que... Alors, on a Christine qui te demande si tu observes des étoiles massives uniquement dans la Voie lactée ou aussi dans d'autres galaxies. Alors moi, je travaille principalement dans notre galaxie. J'ai travaillé pendant ma thèse aussi sur quelques étoiles qui étaient dans les nuages de Magellan, le grand et le petit. Mais j'avoue, c'est vrai que je me concentre beaucoup sur les étoiles de notre galaxie. Maintenant, on trouve des étoiles massives partout dans l'univers, et d'ailleurs, on pense que ce sont les premières étoiles qui se sont allumées. Et dans ce cas-là, on a pu dépasser la limite de masse actuelle, hein, parce que le contenu chimique n'était pas exactement pareil. Et là, on peut avoir des étoiles qui vont jusqu'à 1000 fois la masse du Soleil, théoriquement de nouveau. Donc, pour le moment, on ne sait pas les observer, celles-là, mais normalement, avec des télescopes comme le James Webb, on devrait être capable de pouvoir capter la lumière de ces premières étoiles, donc de ces premières étoiles qui sont des étoiles massives. Donc voilà, il y a des étoiles massives partout, et généralement quand vous voyez ces superbes images de galaxies spirales où vous avez ces très beaux bras spiraux qui sont plein de petits points bleus comme ça, ce sont les étoiles massives qui font ça. En fait, quand vous regardez une galaxie de loin, ce que vous voyez, c'est les massives. Forcément, elles sont 1 million de fois plus brillantes que le Soleil,
qui est déjà aussi 10 000 fois plus brillant que les étoiles rouges, qui sont la majorité de la population stellaire. Donc, bon, soyons clairs, celles qu'on voit. D'accord. J'ai une autre question de Ulysse qui a 10 ans. Alors, si je reformule un peu sa question, je crois comprendre que cette personne veut savoir ce qui se passe, tu sais, quand les étoiles fusionnent des éléments progressifs pour fabriquer des éléments plus lourds, il y a un moment, un élément en particulier, à partir duquel un problème se pose. Est-ce que tu peux peut-être nous réexpliquer ce qui se passe en dessous de cet élément et ce qui se passe au-dessus de cet élément? Alors, ce qui se passe, c'est que toutes les étoiles ne vont pas fonctionner de la même manière. Au départ, ça commence bien. Hein, on prend de l'hydrogène, on le fusionne, on fait de l'hélium. C'est un grand jeu de Lego. Hein, le début, tout va bien, tout le monde fait pareil, c'est gentil. Mais bon, le Soleil, il va après utiliser l'hélium qu'il a créé pour faire du carbone. Et après, bon, après le Soleil, c'est une étoile peu massive. C'est foutu, quoi. Hein, on ne va pas plus loin. Par contre, les étoiles à moi vont pouvoir aller plus loin. Donc énergétiquement, elles vont arriver à prendre le carbone et à faire d'autres éléments, puis prendre l'oxygène qui a été formé, prendre le silicium, etc. Et on commence à fusionner toujours les éléments. Le seul gros problème, c'est que plus l'élément est lourd, eh ben, quand vous le fusionnez, moins vous avez de génération d'énergie. Et il faut savoir qu'une étoile, c'est une balance, un équilibre. Donc d'un côté, vous avez la gravité qui pousse, et qui fait que, bah voilà, elle veut tout cracher, hein. Bon, soyons clairs. Et puis, vous avez la génération d'énergie qui va, elle, pousser dans l'autre sens. Et tant qu'il y a cet équilibre entre la gravité qui pousse vers l'intérieur et la génération d'énergie qui pousse dans l'autre sens, tout va bien. Sauf que, évidemment, quand vous commencez comme ça, bah, vous fusionnez l'hydrogène en hélium, ça dure un certain temps. Puis vous fusionnez l'hélium en carbone, déjà là, ça va prendre 10 fois moins de temps. Et puis après, quand vous passez dans les éléments les plus en plus lourds, ça va aller de plus en plus vite. Et le problème, c'est quand on arrive au fer. Alors pourquoi ? Parce que le fer, on ne sait pas le faire fusionner naturellement. Le jeu de Lego, ben, c'est comme si on avait les briques et on ne sait plus les mettre ensemble, quoi. Il faudrait donner de l'énergie. Ah ouais, mais ça ne va pas, ça, parce que nous, ce qu'on veut, c'est produire de l'énergie pour combattre la gravité qui va dans l'autre sens. Donc le fer, c'est la catastrophe. Quand le fer arrive au corps de l'étoile, eh bien, c'est le drame complet. Et comme évidemment, on n'est pas dans une étoile sympa, tranquille, gentille comme notre Soleil, mais dans un gros monstre où il se passe des trucs avec plein de violence, ben, dès qu'on a le fer, hop, ça y est, on a directement le truc qui va exploser et ça va faire une supernova. Donc toi, tu travailles typiquement sur ces fameuses étoiles qui sont suffisamment massives pour faire ces explosions cataclysmiques qu'on voit presque à l'autre bout de l'univers. Oui, tout à fait. Alors, comme je disais, je les étudie à différents moments. Hein. Bon, au début de leur vie, ce sont les fameuses étoiles O qu'on a montrées au début. Et puis, quand elles évoluent, bah, parfois, elles font des petits poufs. C'est ce qu'on appelle des LBV, où on a les moins massifs qui sont des supergéantes rouges. Alors, les LBV, il y en a une bien connue, hein, c'est Eta Carinae, où on peut voir actuellement la trace de l'explosion qui a eu lieu au 19e siècle. Hein, ça forme des espèces de petites bulles comme ça. Je te la mets en image. Voilà, c'est la matière de l'étoile qui a été éjectée. Et puis au cœur de cette nébuleuse, je veux dire, bah, l'étoile, elle perd, hein, elle perd de la matière en permanence. C'est ce qu'on appelle un vent. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler du vent solaire, mais ici c'est un vent stellaire super fort. Il y a beaucoup plus de masse et beaucoup plus de vitesse que pour le vent solaire. Mais bon, donc vous avez ce vent solaire en permanence, vous avez ces éruptions, comme vous voyez ici, hein, qui forment des nébuleuses. Alors par exemple, ici, la nébuleuse d'Eta Carinae, ben, l'éruption du 19e siècle, c'est plusieurs masses solaires qui ont été retirées de la surface de l'étoile, quoi. Donc, une étoile massive en fin de vie, ben, en gros, on a enlevé plein de couches, donc c'est beaucoup moins massif qu'au départ. Et ça s'appelle une étoile wolfrayée. Ce sont des étoiles extrêmement chaudes avec un vent extrêmement dense et qui sont en train, tout doucement, d'expirer. Ce sont des papilles et des mamies extrêmement flamboyantes. D'accord. Eh ben, on espère qu'on aura répondu. Question, du coup, par rapport à ça. Alors, selon la masse de l'étoile, bien sûr, comme tu disais, elle va fusionner des éléments jusque plus ou moins loin, en s'approchant du fer ou pas. Et normalement, une étoile qui fait moins de 8 fois la masse du Soleil, ce qui reste à la fin, c'est une naine blanche. Ouais. Mais au-dessus, la question, c'est, Ulysse, de nouveau. Alors, au-dessus, c'est d'abord une étoile. Ou étoile à neutrons, comment ça se passe entre les deux? Alors oui, il y a une limite, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a une partie
tant qu'on est un petit peu au-dessus du cœur de 8 masses solaires, bah, d'accord, ok, on va former plutôt des étoiles à neutrons. Maintenant, le problème est la limite justement entre cette masse-là et la masse le cas où on va arriver à un trou noir. Et ça, c'est difficile à donner une masse avec précision, parce que là, ben voilà, on regarde un peu, on observe, mais bon, c'est un peu compliqué. Hein. Le plus drôle, c'est que on pourrait se dire que si on augmente encore la masse, eh ben, on aura un trou noir plus grand. Mais en fait, non. Il y a un moment, un trou. Je veux dire, vous avez d'abord une étoile à neutrons pour les étoiles massives, les moins massives, puis vous avez les trous noirs. Et puis vous avez rien, et puis vous avez encore des trous noirs. Et la période rien, c'est une supernova un peu particulière qui avait été imaginée théoriquement il y a quelques années et dont on a eu la preuve il y a très peu de temps, ce qu'on appelle les supernovas à instabilité de paire, où là, ben, toutes l'étoile disparaît complètement, ça se dilapide vraiment dans le milieu interstellaire et il ne reste rien. D'accord. Toute sa matière est expulsée autour d'elle. Il n'y a pas de condensation centrale. Voilà, il y a des annihilations qui se produisent parce qu'en fait, il se crée des paires matière-antimatière et donc on a la matière éjectée, la matière qui s'annihile et il ne reste plus rien. Donc, c'est comique de se dire que finalement, ces étoiles-là, on peut faire beaucoup de choses avec. Et ce qui est assez comique aussi, c'est que ces étoiles massives, bon, je sais bien que le Soleil, il est tout seul, hein, et que, bon, bah, quand on regarde l'ensemble de la population stellaire, on a, disons, typiquement la moitié des étoiles qui ont un compagnon. Mais en fait, les étoiles massives, c'est encore pire que ça. Parce que là, on pense qu'au moins 80%, si pas la totalité, ont au moins un compagnon. Et au moins un. Parce que figurez-vous que, voilà, quand on s'amuse un peu et qu'on commence à creuser, ben, on a pas mal de systèmes quadruples, enfin triples, quadruples, quintuples. Et d'étoiles massives. Donc en fait, elles sont copines avec elles-mêmes, quoi. C'est assez amusant. Il y a énormément de doubles et ça amène à quelque chose d'assez particulier. C'est parce que quand elles meurent, évidemment, les deux peuvent devenir deux étoiles à neutrons ou une étoile à neutrons en trou noir ou deux trous noirs. Et donc, les événements d'ondes gravitationnelles qu'on a pu observer viennent de ces couples-là. Ce qui était assez rigolo, c'est que les premières ondes gravitationnelles qu'on a observées, c'était quand même des couples de trous noirs assez massifs. En fait, on ne s'attendait pas spécialement à arriver à des masses aussi fortes. Et donc là, chez nous, il y a eu plein de gars qui se sont dit « Ah, c'est super comique, comment est-ce qu'on fait pour finalement ne pas perdre autant de masse qu'on pensait ?» Parce qu'on perdait trop de masse, quoi. On se disait finalement, on doit avoir des étoiles qui à la fin, bon, allez, ont une dizaine, une quinzaine, peut-être une vingtaine de masses solaires, mais bon... voilà quoi, on n'arrive pas à ces couples aussi forts. Donc il y a vraiment eu aussi un gros mouvement sur le travail de l'évolution. Ça vous montre un peu que même encore à l'heure actuelle, ces étoiles que l'on voit depuis des milliards d'années-lumière, on les connaît encore extrêmement peu. Alors c'est peut-être pour ça que je me focalise sur celles qui sont dans la Voie lactée, parce que ce sont les plus proches. Et donc ça permet évidemment d'avoir des informations les plus précises possibles. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions ? J'ai Ulysse qui te demande pourquoi tu as choisi ce métier et surtout pourquoi tu as choisi ce domaine de l'astronomie. En fait, je vais dire que c'est un peu par hasard. Alors moi, au départ, j'ai fait ingénieur parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de master en sciences spatiales, en astronomie. Maintenant, ça existe, je vous rassure. Mais donc voilà, il fallait faire ou la physique ou ingénieur. Donc moi, j'ai fait ingénieur. Mais j'ai toujours voulu faire l'astro. Donc forcément, quand il était temps de faire son mémoire d'ingénieur, je me suis dit, bon, il faut quand même que je regarde. Et j'ai réussi à faire d'abord mon stage en entreprise et puis mon mémoire au Centre spatial de Liège, qui, à cette époque-là, était en train de travailler sur une mission extrêmement importante qui s'appelle XMM Newton. Ils étaient en train de tester dans des grandes cuves à Liège les miroirs qui allaient être montés sur XMM Newton. Et donc voilà, moi, je papotais bien tranquillement, je travaillais bien tranquillement là-dessus. Et est-ce que tu peux nous parler 2 petites secondes de XMM Newton ? Du coup, je t'ai mis l'image, juste très rapidement. Ouais, voilà, donc XMM Newton, c'est typiquement un petit bus, quoi. Hein, et vous voyez là, sur l'image, vous voyez qu'il y a au milieu trois trucs un peu jaunes comme ça, qui sont en fait les miroirs. Il y a 3 miroirs, et puis il y a la porte qui ferme parce qu'on a ouvert évidemment l'œil d'XMM une fois qu'il était dans l'espace. Et donc c'est ces miroirs-là en fait sur lesquels qu'on a testé, travaillé. J'ai un bout d'ailleurs à la maison, un petit bout d'un miroir test chez moi.
Et donc, évidemment, il tourne autour de la Terre. Il tourne assez loin hein, quand même. Là, il a l'air près, mais il a une orbite qui est assez allongée. Et du coup, quand il est loin, il est à peu près un tiers de la distance Lune-Terre. Et il fait le tour de la Terre en 2 jours. Donc ça permet en fait de faire des observations très 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 longues pendant qu'il est loin de la Terre. Donc c'est une orbite très particulière mais qui est super intéressante. Et c'est une mission absolument extraordinaire parce que là, elle vient de fêter ses 20 ans et les gars, elle fonctionne, je ne vais pas dire comme au premier jour, mais presque. C'est absolument extraordinaire. Si on prend en parallèle son collègue américain, qui est beaucoup moins sensible mais plus précis au niveau de la résolution spatiale, pour ceux qui connaissent un peu, Chandra, lui, c'est un vieux pépère hein, au niveau de l'instrumentation. Par contre, XMM, franchement, un bout extraordinaire dessus. Les ingénieurs de l'ESA ont fait des miracles parce qu'au départ, c'était une mission qui était prévue pour durer 2 ans. Là, ça fait 20 ans qu'elle fonctionne et on peut encore l'utiliser pendant pas mal d'années. On a réussi à utiliser le carburant au mieux. Enfin, je vous dis des merveilles. Mais bon, c'est extrêmement intéressant. Et moi, j'étais là juste avant le lancement. Quoi. Je papotais sur les miroirs, je tripotais les trucs. Et sachant que je voulais faire ça, les gars du centre spatial m'ont dit « Attends, on doit aller à l'institut d'astrophysique. On va te prendre avec et puis tu discuteras avec le directeur. » Et puis, ils m'ont amené tranquillement là-bas. Ils m'ont mis devant la porte du directeur, puis ils sont allés faire leur brol. Et puis, le problème, c'est que le directeur, il n'était pas là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai frappé à la porte à côté. Et à la porte à côté, c'était justement le responsable du côté scientifique d'XMM Newton. Et il venait du même bled que moi. Et quand je dis bled, c'est bien un bled, il y a 2 rues. Et donc, on a commencé à discuter et tout ça. Et puis finalement, il m'a dit, tu sais, si tu veux faire une thèse, tu peux venir. Ok, super. Je viens, quoi. Moi, ça m'intéresse. Et c'est comme ça que je suis tombée dans les étoiles massives, un peu par hasard, finalement. Avec le recul, je me rends compte que c'était ce côté observation, ce côté chipotage sur des données qui sont parfois un peu compliquées, aller voir, aller chercher la petite bête, moi ça me plaît bien. D'accord, donc le hasard ça façonne aussi parfois un peu les carrières. Le hasard fait bien les choses. Ouais. D'accord. Ok, du coup on a répondu. En parlant de données, du coup on a By Apocalypse qui te demande à quel rythme on observe des supernovas dans le ciel. Alors les supernovas, je ne veux pas dire qu'on en a tous les jours, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des petits télescopes en fait qui font du suivi tout le temps du ciel. Par exemple, il y a un petit télescope qui s'appelle ASAS-SN. Donc c'est vraiment des suivis du ciel, des télescopes qui regardent en permanence toute la nuit. Ils tournent, ils regardent des champs différents, et donc ça permet justement, comparant d'une nuit à l'autre, de trouver des supernovas. Donc il y en a plusieurs comme ça, et puis il suffit d'aller regarder sur les astronomies Telegram ou sur les sites de ces missions, et alors on voit gentiment qu'effectivement on en trouve tout le temps. Alors maintenant, elles ne sont pas toutes hyper intéressantes. C'est vrai qu'il y a maintenant, par exemple, on a trouvé des supernovas un petit peu plus brillantes ou d'autres, au contraire, un petit peu moins brillantes. Et là, c'est une population un peu nouvelle, donc on se concentre un peu là-dessus. Enfin, pas moi, mais mes collègues. Et donc voilà, des supernovas, c'est pas ce qui manque. J'avais entendu qu'il y en avait en moyenne une par siècle et par galaxie. Donc ça veut dire que si on regarde que chez nous, on risque d'attendre un peu longtemps quand même. Ah oui, ça, chez nous, c'est tous les quelques siècles en fait. C'est pas un siècle, c'est quelques siècles, mais enfin, ça se tient. Donc tous les quelques siècles, mais voilà, donc sur les temps historiques, si on prend les annales chinoises, parce que c'est les meilleures, voilà, on a une petite dizaine de supernovas historiques connues. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans les supernovas, il y a quand même 2 types. Il y a les miennes, donc les étoiles, les grosses étoiles qui explosent. Et puis, il y a aussi des couples composés d'une naine blanche avec un compagnon qui est soit une étoile, soit une autre naine blanche. Et ça forme aussi des supernovas. Donc, quand on étudie les supernovas, on peut voir les 2. Un petit peu tordu, je sais bien, mais bon, voilà. Et donc, je veux dire maintenant, c'est vrai que dans une galaxie, nous, ça fait longtemps. La dernière grande qu'on a vue, c'était celle de 1987A, et c'était même pas dans notre galaxie, c'était dans le grand nuage de Magellan, malheureusement. Donc on l'attend, je crois que tout le monde l'attend avec vraiment impatience.
Mais bon, celles qu'on voit, elles sont loin, mais elles sont quand même intéressantes, faut pas croire. D'accord. Ok. Camille, dis-nous tout. Alors, d'autres questions? Eh bien, j'ai une question sur la fusion nucléaire de nouveau pour finir le topo sur les différentes étapes de fusion. On a Yann, 33 ans, qui te demande du coup comment ça se passe pour fabriquer ce qui est plus lourd que le fer. Oula, alors là, évidemment, il va falloir... C'est une vaste question, je sais. Oui, c'est-à-dire qu'on va commencer à rentrer dans des détails un petit peu compliqués, je suis désolée, mais donc ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a d'autres moyens de former des éléments que juste en fusionnant des trucs tranquilles. Ce qu'on peut faire, c'est à certaines étapes de la vie des étoiles, il y a des neutrons qui sont émis. Et ces neutrons vont être absorbés par des éléments relativement lourds. Et à ce moment-là, évidemment, ils absorbent un neutron, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Alors ça peut se faire vite, ça peut se faire plus lentement, mais ce qui se passe, en fait, c'est qu'à un moment, l'atome devient instable. Et à ce moment-là, il va se transmuter. Donc c'est toutes des réactions de radioactivité classiques, on va dire, mais qui deviennent un peu particulières. Et donc vous avez des neutrons qui se transforment en protons, hein, en caricaturant un petit peu. Et donc vous avez des éléments qui deviennent à ce moment-là, si vous changez, enfin, la nature d'un élément est définie par son nombre de protons. Donc, si vous transformez des neutrons en protons, vous changez. Si vous avez 6 protons, vous êtes du carbone. D'accord ? Si vous en avez 7, vous êtes de l'azote. Donc, voilà, vous pouvez comme ça changer. Et c'est comme ça qu'on arrive à jouer un petit peu, à aller au-delà du fer. Et surtout, à partir du moment où on a déjà un petit peu de fer. Parce que la première génération d'étoiles n'a pas tous ces éléments-là. Elle n'a que l'hydrogène, un petit peu d'hélium, mais c'est tout. Mais à partir du moment où vous avez déjà une génération, vous avez déjà un petit peu de fer. Donc, vous pouvez commencer à jouer ce jeu en bombardement de neutrons sur des trucs qui sont près du fer. Donc, vous allez assez facilement. Et c'est comme ça qu'on va former tous les éléments jusqu'à l'uranium, quoi, sans problème. Il y a un magnifique papier qui a été publié en 1956, qui est surnommé B2FH. Ce sont les initiales de ces auteurs. C'est Burbidge, Fowler et Hoyle. Et le premier, c'est une première, c'est Margaret Burbidge, et elle vient juste de décéder, donc c'est l'occasion de lui rendre hommage. Dans son papier, elle expliquait justement tous les processus comme ça, à part la formation de l'hélium qui là se fait dans le Big Bang, et ça faisait pas partie de leur liste de phénomènes. Et on a Zoslucky qui te demande du coup si c'est similaire à ce qu'on fait dans les collisionneurs de particules entre des atomes qu'on entrechoque. Est-ce qu'il y a aussi comme ça des... Alors, on essaie parfois justement, là c'est souvent pour essayer d'avoir des trucs un petit peu plus exotiques, pas tellement pour avoir des éléments plus lourds, mais parfois quand certaines expériences sont faites pour aller au-delà de l'uranium et pour avoir des éléments qui sont très lourds, mais généralement ils ne vivent pas très longtemps. C'est ce qu'on fait, on bombarde, et voilà. Maintenant, quand on fait des collisions, proton-proton, plomb-plomb, etc., c'est généralement plus pour faire apparaître des conditions particulières avec des particules plus exotiques, on va dire. Donc c'est plus pour, vraiment, c'est le même genre que quand on veut aller rechercher des éléments bizarres. Pierre, si tu n'as rien à ajouter, moi j'ai des questions encore. Eh bien écoute, je t'en prie, on va peut-être laisser un peu la fusion et puis parler de ces étoiles géantes. On change complètement de domaine connexe à ton métier du coup. On a beaucoup parlé du calcul de la masse des choses avec les vitesses radiales, les transits, etc., comme tu fais toi pour tes couples d'étoiles massives. Et du coup, il y a des gens qui se demandent aussi, est-ce qu'il peut y avoir des planètes en fait autour d'étoiles massives? Donc ça c'est Nazlito. Est-ce que les étoiles massives, avec leur courte vie, ont le temps de former des planètes? Alors, justement, ça c'est un gros problème, c'est que, déjà, comme elles vivent pas longtemps, hein, typiquement pour former des planètes, il faut quand même généralement plus qu'un million d'années, enfin en tout cas on pense. Alors déjà ça c'est un problème. Alors le deuxième problème c'est que si même il y avait une planète, bon les gars, sincèrement, je vous encourage pas à aller près d'une étoile massive. Vous allez avoir 1 million de fois la luminosité du Soleil en ultraviolet. En ultraviolet, les gars. Hein, bon. Et l'équivalent de la luminosité du Soleil en rayon X. Ok ? Oui. Gentil environnement, les gars. Et vous avez, le vent solaire, il fait déjà des dégâts sur l'atmosphère de Mars ou de Vénus. Mais attendez, un truc qui va aller au minimum 10 fois plus vite. Et avec, typiquement 100 millions de fois plus de matière.
ok? C'est pas une petite trappe là que vous avez sur votre atmosphère. Là, On les rôde. ça élimine. Alors, c'est au point où, et justement ce matin, il y avait encore une news sur le Westerlund 2, justement, que il n'y a pas que le problème des planètes se pose pas seulement pour autour des étoiles massives. Mais si malheureusement les étoiles massives autour d'elles, comme dans tout nuage moléculaire, elles naissent avec des petites étoiles. Ces petites étoiles, après 1 million d'années, elles sont toujours tranquillos, en train de se former, hein, elles sont sympas, elles ne demandent rien à personne. Sauf que là, elles reçoivent énormément de lumière, etc. Toutes les étoiles massives, toutes les étoiles peu massives, des bébés soleils qui se trouvent pas loin d'une étoile massive, eh ben, ils se font complètement zapper. Ils perdent leur matière et ils ne formeront jamais de planète. Donc non seulement on ne pense pas qu'il y a de planètes autour des étoiles massives, mais les voisines des étoiles massives, en plus, elles risquent très fort de ne pas avoir de planète non plus. D'accord. Donc dans cet amas d'étoiles que l'on voit ici, il est probable qu'il y ait trop d'étoiles trop serrées pour qu'il y ait beaucoup de systèmes stellaires. C'est foutu. D'accord. Ouais. D'ailleurs, on voit bien, entre autres, les effets des ultraviolets de cet amas sur la nébuleuse à côté, puisque c'est pour ça qu'elle brille. C'est en partie pour ça qu'avec le vent solaire, qu'elle se creuse. C'est là que ça devient comique, parce que je viens de vous dire que tout près de l'amas, donc tout près du centre, là, il y a toutes les étoiles. Eh ben, c'est foutu, quoi. Je veux dire, les pauvres petites étoiles gentilles, style solaire, qui sont là, elles vont perdre leur matière. Mais regardez, l'action des ultraviolets crée ces espèces de doigts, là. Vous voyez des doigts un petit peu sur l'image. Et dans ces doigts en question, eh bien, se forment de nouvelles générations d'étoiles. Donc, les étoiles massives ont une espèce de droit de vie ou de mort, quoi. C'est-à-dire que sur leurs voisines, elles vont bien joyeusement leur dire, bon les gars, toi tu m'emmerdes, tu fais pas de planète. Et puis celles qui sont loin, bon toi allez, bon maintenant vas-y, allez, fais-moi une nouvelle étoile et après tu me feras 2-3 planètes autour. Donc c'est assez comique, quoi. Elles vont générer de nouvelles étoiles et d'un autre côté, elles vont aussi avoir un effet un peu inhibiteur. Et du coup, j'ai Mathieu qui pose une question pile poil là-dessus. Sur pourquoi quand j'ai une nébuleuse comme ça ou une nébuleuse secondaire, pourquoi j'ai ce nombre d'étoiles massives, ce nombre de petites étoiles. Est-ce qu'il y a comme ça une loi? Est-ce qu'il n'y aurait pas une loi comme ça qui nous dirait combien d'étoiles on est censé récupérer de telle ou telle masse? Est-ce que les nébuleuses forment toujours la même proportion d'étoiles massives et d'étoiles faibles, ou est-ce que ça change d'une nébuleuse à l'autre? Alors, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on avait une relation quasi universelle, on va dire, hein, qu'on appelle l'IMF, la fonction de masse, qui semble indiquer qu'effectivement, la proportion d'étoiles peu massives par rapport à la proportion d'étoiles moyennes par rapport à la proportion d'étoiles massives est toujours plus ou moins la même. Bon, il y a des petites variations, hein, okay, mais globalement, elle est toujours à peu près la même. Sauf peut-être pour la toute première génération d'étoiles, où là, on risque très probablement d'avoir beaucoup de très très grandes étoiles massives et pas grand-chose d'autre. Et généralement, c'est vrai que quand on regarde un peu autour de nous, là, et même à quelques millions, voire milliards d'années, on voit toujours plus ou moins la même chose. Et donc, il y a une proportion. Alors, cette proportion, elle vient d'où? Elle vient du fait que vous avez un gros nuage au départ, et ce nuage va se casser, se fragmenter. Et la façon dont il se fragmente, il y a beaucoup de petits morceaux et très peu de gros morceaux. Essayez avec ma mère. Elle ne va pas être contente si vous essayez avec Divas pour vérifier si c'est toujours la même. Ah bah c'est pour la science. Mais bon, globalement, c'est un peu la même idée. D'accord. Et donc, du coup, j'ai Lilian, 22 ans, qui pose une question corollaire à tout ça. Quand des planètes se forment, elles se mettent à tourner, en fait, elles se forment en tournant autour de leur étoile. Est-ce qu'il est possible qu'une étoile se forme sans tourner? Est-ce que l'effondrement pourrait ne pas faire tourner le résultat? Avec les conservations du mouvement cinétique, c'est ça le problème, c'est que dans le nuage initial, globalement, ok, ce nuage, peut-être qu'il ne tourne pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de petits mouvements à l'intérieur. Il y a toujours un petit peu de turbulence. Il n'y a jamais rien qui est fixe dans l'univers, donc ça bouge un petit peu. Alors, si vous prenez un petit morceau de ce nuage, il bouge un petit peu, pas beaucoup, ok, mais un petit peu. Et donc, si vous commencez à le condenser, vous avez ce fameux effet de la patineuse. Ses bras et qui commence à accélérer, ici, c'est ce qui se passe. Vous prenez le nuage dans sa globalité, il n'a pas l'air de faire quoi que ce soit. Vous prenez un morceau, il bouge un petit peu, et si vous concentrez, vous concentrez aussi la rotation, et à ce moment-là, votre étoile, elle tourne. Alors maintenant, les étoiles, il y en a qui tournent lentement, il y en a qui tournent plus vite. Alors, il y en a une que j'ai longtemps étudiée, qui a un cycle
de 55 ans. Et Ah on oui. pense que ça correspond à sa rotation. Alors pour vous donner une idée, le Soleil c'est 1 mois, quoi. Ah, c'est très très lent comme rotation. C'est Il vachement y a long. une liste Alors justement bon, qui te demande un peu la rotation des étoiles massives, s'il y a un ordre d'idée. alors c'est typiquement quelques jours. Ah ouais, donc c'est Oui, rapide. Donc c'est c'est quelques relativement jours. rapide. C'est relativement rapide, oui. Ces D'accord. étoiles sont assez rapides, mais voilà, il y en a parfois quelques-unes qui sont très lentes. Où là, on a des rotations de plus d'1 an, voire plusieurs dizaines d'années, quoi. D'accord. C'est un peu folklore, je sais bien, mais bon, c'est un zoo, hein. Les étoiles massives, c'est un truc assez comique, on a un peu de tout. Comme il y en a très peu, on a une bonne chance de toujours tomber sur un truc un peu bizarre, quoi. Ah, c'est ça qui est intéressant. On a Lilian qui te demande du coup ces petits mouvements qu'il peut y avoir au départ, c'est quoi du coup? C'est la gravitation, le champ magnétique qui donne C'est Des des turbulences. turbulences, hein, je veux voilà, dire. turbulence. Voilà, les trucs se bougent. Oui, effectivement, à un moment, il suffit que vous ayez un truc qui, par un effet quelconque, oui, ça peut être le champ magnétique, ça peut être parce qu'il y a une onde de choc qui a poussé le nuage, ça peut être parce que c'est illuminé par les rayons ultraviolets d'une étoile qui est pas loin, comme dans Western 2 tout à l'heure, et que ça pousse un peu d'un côté. Donc, vous avez des mouvements internes, vous avez des mouvements externes qui viennent pousser, et puis voilà, vous amplifiez un petit peu, et puis basta, quoi. Donc c'est tout ce mélange, quoi. Vous n'avez pas qu'une seule source. D'accord. Elle a Je... une dernière question sur la gravité des étoiles de Nazlito, parce que je la trouve rigolote. Pourquoi les étoiles sont sphériques et qu'est-ce qui se passerait du coup si les étoiles étaient cubiques? Alors ça, ouais, écoutez, c'est comme le whisky du capitaine Haddock, hein. On va faire ce que vous avez tous lu, Tintin, Objectif Lune, et on a marché sur la Lune. Donc l'idée, c'est que quand vous prenez de la matière, là, voilà, elle va s'organiser et elle va former des boules quand elle est soumise à sa propre gravité. Et c'est ce qui se passe en fait, hein. C'est pour ça que les grosses planètes sont rondes, c'est pour ça que les étoiles sont rondes. C'est tout simplement, on maximise, je vais dire, le volume dans une petite surface. Et voilà, quoi. C'est la forme naturelle. Si vous avez en fait une bosse, avec la gravité, ça va très facilement se rabattre. Et donc voilà, c'est pour ça en fait que tout est sphérique. Alors maintenant, sphérique, entendons-nous, hein, ça peut être un peu aplati vu que ça tourne quand même assez vite. C'est aplati et ça peut être au point où vous avez certaines étoiles qui ont un peu de ventre, hein. On appelle des étoiles BE. Donc ces étoiles de type BE, elles tournent tellement vite que vous avez ce qu'on appelle un disque de décrétion. Donc vous avez peut-être entendu parler des disques d'accrétion qui sont de la matière qui arrive vers l'étoile quand les étoiles sont jeunes. Ici, c'est le contraire, c'est des disques de décrétion. L'étoile se tourne si vite qu'elle perd de la matière. Et donc vous avez ce disque qui se forme derrière. Et donc, c'est assez amusant, elles perdent de la matière assez régulièrement. Et il y en a une de ces étoiles BE que vous pouvez bien voir en ce moment et même toute l'année. C'est Gamma Cas qui se trouve au cœur de l'étoile, de la constellation de Cassiopée. C'est celle au milieu du W. Tiens, je te la mets ici, Cassiopée. Voilà. Ok, voilà, celle au milieu, pile au milieu, c'est Gamma Cas. Alors, c'est la première pour laquelle on a détecté cette espèce de ventre un peu trop gros là. Mais il se fait que justement ces étoiles-là, comme Gamma Cas, eh bien Gamma Cas au départ avait été classé comme le prototype des étoiles BE, grand B, petit E, mais il se fait qu'en fait c'est pas un prototype des BE parce que quand on a commencé à regarder en rayon X, toutes les étoiles BE étaient relativement gentilles et sympas, sauf celle-là. Gamma K, c'était pas du tout gentil et sympa. Elle était hyper chaude. Elle avait du plasma extrêmement chaud. Là, on est en train de parler de dizaines de millions de Kelvin. Hein, donc, c'est chaud. Et elles étaient très brillantes. Et ça, c'est pas normal. Hein, pour une étoile massive, c'est pas normal. Alors, depuis, je vais dire, 2-3 ans, on a réussi à en trouver plus. On en connaît 25 maintenant qui sont comme Gamma K. J'en ai trouvé la moitié parce que j'ai trouvé ça trop rigolo. J'ai commencé à Bravo. chercher. Et là, je suis en train, avec des collègues, on s'amuse à essayer de trouver pourquoi. Parce que c'est vrai que c'est quand même bizarre cette affaire, quoi. Et bon, voilà, c'est une quête qui n'est pas encore achevée, je veux dire, loin de là. Mais on essaie de comprendre ce qui se passe. Et donc, Gamma Cas, quand vous la verrez, non seulement c'est une étoile qui a un bidou un peu intéressant, mais en plus, elle est extrêmement chaude.
D'accord. Est-ce qu'on a une hypothèse rapide sur le fait que elle est un petit peu différente des autres? Est-ce que c'est parce qu'elle perd plus de matière et que son cœur est plus visible, ou est-ce que Non, non, c'est... non, non, il y a deux trucs qui sont en concurrence, en fait. Il y a le fait qu'elle pourrait avoir un compagnon compact, une naine blanche ou une étoile à neutrons, qui accréterait de la matière, donc qui mangerait un petit peu de matière de la BE, euh, dans des régimes très très particuliers, parce qu'on a d'autres cas tout à fait normaux qui ne sont pas comme ça. Et puis l'autre hypothèse, c'est qu'il y aurait des champs magnétiques dans le disque et dans l'étoile et qu'ils interagiraient. D'accord. Et donc voilà, l'idée c'est d'essayer de pouvoir, avec les données qu'on a, essayer de dire où se produit cette émission chaude pour savoir si elle se passe un peu à l'extérieur du disque, à la limite. Dans ce cas-là, c'est plutôt un compagnon, ou si ça se produit plus près de l'étoile, dans quel cas, ce serait plutôt des connexions magnétiques. D'accord. Camille. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. On On a t'entend Lionel qui te demande. Alors du coup, on va se recentrer sur les étoiles sur lesquelles tu travailles. Est-ce qu'il y a des observations sismologiques sur ces étoiles? Les étoiles, hein, c'est des grosses Oui. boules avec du plasma dedans qui bouge, etc. Oui, Donc est-ce que ça tremble. se voit à la Oui, surface ça sur ce vibre type aussi. d'étoiles? Si, ça vibre. Il y a même tout un domaine de l'astronomie qui étudie ces tremblements d'étoiles. Ça s'appelle l'astérosismologie. Alors, cette astérosismologie, généralement, on travaille avec des étoiles, il faut bien le dire, un petit peu moins massives. Mais on commence à en avoir quelques-unes qu'on étudie comme ça. Là, en fait, voilà, je suis en plein travail justement sur étudier les vibrations d'étoiles, de ces fameuses étoiles qui ressemblent à Gamma Cass, avec le télescope TESS. Donc, oui, non, faut pas croire, on s'y met. Et en fait, ces tremblements d'étoiles, ils ont la particularité de nous donner des informations sur l'intérieur, tout comme les tremblements de terre sur Terre nous donnent des informations sur l'intérieur de la Terre. J'ai également des questions sur les amas d'étoiles. Donc on avait Ulysse qui s'interrogeait sur le pourquoi on voit que les étoiles bleues sur l'amas d'étoiles qu'on avait en photo tout à l'heure. Et on a Lilian qui se demande pourquoi est-ce que la gravité gagne dans les amas contrairement à l'expansion de l'univers. Et puis donc moi j'ai discuté un peu avec lui et Les amas sont pourquoi également les amas s'étendent avec le temps finalement? Pourquoi Exactement, la majorité des amas sont en expansion justement. Donc au début, vous allez avoir des étoiles qui se forment dans un nuage un peu partout. Alors toutes ces étoiles vont bouger les unes par rapport aux autres. Alors lors de ces interactions, il se produit un phénomène de ségrégation qui fait que les étoiles massives vont traditionnellement plutôt se mettre vers le centre et les étoiles moins massives vont se mettre à la périphérie, voire être éjectées. Alors évidemment, le problème c'est que ces étoiles massives, elles vont vivre, mais elles vont surtout mourir très vite. Et quand elles meurent, elles font une explosion de supernova. Et explosion de supernova, c'est pas sympa. Ça envoie de la matière partout, et donc c'est un élément très fort pour casser l'amas et envoyer les étoiles se balader un peu partout. Donc les amas se dissipent généralement avec le temps. C'est pour ça que notre Soleil, quand on regarde autour, on a notre Soleil, certes, mais on n'a pas énormément d'objets autour. Puisqu'il est né avec d'autres voisines, mais depuis il est né le temps, avec plein de voisines. et Ouais. depuis le temps, il s'est séparé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on Voilà. appelle ça des amas ouverts, parce que du coup, il s'ouvre vers l'extérieur. D'autant plus que le gaz force est consommé, donc l'amas est moins lourd. Ah oui. C'est assez particulier. Donc ne vivez pas à côté d'une supernova. Non, enfin en tout cas, c'est mauvais pour vous, mais par contre, ça va produire la génération suivante. Et si on est là, nous, clairement, si on est massif, on ne serait pas là, les gars. Ils viennent d'où? Quand vous avez des objets en or, ils viennent de fusion d'étoiles à neutrons. Voilà, il vous faut des étoiles massives pour les faire. Donc, quand vous regardez autour de vous des éléments lourds, la majorité des éléments qui sont autour de vous, ils viennent des étoiles, et notamment, pour certains éléments, principalement des étoiles massives. Donc, on pense qu'il a fallu au moins 3 générations d'étoiles pour arriver à la composition de ce qui est autour de nous. Donc, heureusement qu'on les a eues, les étoiles massives. Maintenant, il vaut mieux les avoir moins. C'est ça. D'accord. À moins de se faire une bronzette, comme tu disais. Une bronzette express. Ah ouais, là, c'est une bronzette express. Là, on est direct, mais bon. Alors,
Il faut que je fasse attention, je suis un peu le Oui. gardien du temps, hein, donc je rappelle que donc là il est moins le quart, donc il nous reste un quart d'heure en fait pour terminer de discuter de ces fantastiques étoiles massives qui sont si particulières. Si voilà, si on a encore quelques questions, on va essayer de faire des réponses un peu courtes pour que tout le monde puisse les poser. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a comme question Ouais, j'ai une encore, question Camille? importante qui vient tout juste d'arriver. C'est quelqu'un qui te demande. Alors, il y a un mot, je pense qu'il faut expliquer Oui. dedans. Quelqu'un qui te parle des étoiles géantes. Peut-être qu'il faudrait préciser ce que ça veut dire pour un astronome, une étoile géante. Et c'est quoi la Et, question? Quand on parle et du coup, la d'étoiles question, c'est géantes, combien est-ce qu'il y a d'étoiles géantes par rapport aux étoiles ouais, normales? ouais, j'ai vu. Alors, le problème, c'est qu'il faut faire attention. Les géantes, en général, c'est un stade d'évolution. Euh, c'est vrai que mes étoiles, elles sont massives et elles sont grandes par rapport aux étoiles type solaire. Mais on peut pas. Ça reste des naines comme le Soleil, en fait. C'est triste à dire, mais voilà. Donc, généralement, le terme de géante en astronomie est réservé un peu aux phases d'évolution ultérieures. Maintenant, bon, soyons clairs, hein, on ne va pas être spécieux, comme on dit chez moi, c'est bon, quoi. On a D'accord. compris ce que je veux dire. Maintenant, si vous voulez les trucs exacts, alors là, il va falloir me laisser un petit peu chercher parce que j'ai fait une fois les calculs sur l'IMF, je crois avoir la publication ici. Je peux la donner, j'espère. Chercher, s'il veut bien. Le problème de l'ordinateur, c'est qu'il ne veut pas souvent. Voilà, voilà. On peut Là, on faire est vraiment à la maison, là. on peut faire une petite musique d'ascenseur si tu veux, Voilà, ouais. Faites-moi la petite musique pour, d'ascenseur, ça va être sympa. pour patienter. Je crois que je l'ai. Après c'est plus des ordres de Voilà. grandeur que des chiffres parfaitement exacts. En tout cas, Voilà, c'était question voilà. Oui, mais enfin, Karine, tout est prêt. tant qu'à faire. Voilà. Ah, Donc, pour une étoile qui a une masse entre 60 et 120 masses solaires, il se forme 250 étoiles ayant une masse entre 1 et 2 masses solaires. d'accord. Donc c'est un rapport de 1 sur 250. 1 sur 250, donc aux alentours de la masse du Soleil et aux alentours de 100 masses solaires. Et la plus proche, en fait, est aux alentours de 500 années-lumière. Oui, donc on va pas toucher tout de suite l'étoile massive Ah d'à ben côté. non, hein. C'est D'accord. ça le problème, c'est que comme elles sont rares parce qu'on en forme peu et parce qu'elles vivent peu de temps, bah du coup elles sont loin. Ça c'est un autre problème, c'est que c'est aussi pour ça qu'on les connaît moins bien. Quoi. Le Soleil on le connaît bien, il est juste à côté, mais quand elles sont Et, loin. et puis des solaires, il y en a un paquet, alors que des très massives, c'est plus compliqué. On a J'ai- Mathieu qui te demande la composition d'une étoile, comment on fait? Je crois me rappeler qu'on a vu une image pour ça. Alors pour déterminer la composition d'une étoile, la composition interne, ben, on utilise ces fameux tremblements d'étoiles hein, dont on parlait tout à l'heure. Par contre, généralement, ce qui est plus simple, c'est de déterminer la composition en surface. Pour ça, on prend la lumière de l'étoile et on la regarde en fonction de sa couleur ou en fonction de son énergie. Hein, c'est ce qu'on appelle un spectre. Et dans le spectre d'une étoile, ben, ça ressemble un peu à une espèce de code barre avec des lignes sombres. Et alors, particularité de mes étoiles massives, c'est que ça peut être des lignes brillantes aussi. Et quand vous allez scanner ce code barre, eh bien, vous n'allez pas avoir le prix de l'étoile, mais vous allez avoir sa composition, parce que chaque ligne et chaque trait de ce code barre eh bien, correspond à un et un seul élément chimique dans un et un seul état physique. Donc c'est vraiment, chaque ligne, vous pouvez dire ça c'est ça, ça c'est ça. Donc voilà, vous avez un exemple ici d'une étoile. Alors vous avez typiquement l'hydrogène, hein, magnifique réH alpha. Le sodium que vous voyez, bah, pas de bol, c'est pas sur l'étoile. C'est dans le milieu interstellaire, en fait, c'est une raie interstellaire. Donc c'est un nuage de matière entre l'étoile et nous. Mais donc là, typiquement, dans les étoiles massives, on va voir principalement de l'hydrogène et de l'hélium comme raies fortes. Et bon, alors ici, évidemment, c'est un spectre qui est montré, je veux dire, plus pour la galerie qu'autre chose. Hein. Mais quand on regarde en détail, on peut avoir des lignes toutes faibles. Et là, bah, on a typiquement du carbone, de l'oxygène, de l'azote. Et donc, on arrive comme ça à avoir pas mal d'éléments. Beaucoup moins d'éléments, c'est beaucoup moins varié que sur le Soleil. Sur le Soleil, vous pouvez pratiquement avoir tout le tableau de Mendeleïev. Mais sur les étoiles massives, évidemment, elles sont tellement chaudes que bah, vous ne voyez pas énormément de raies qu'on appelle métalliques, hein, donc de raies d'éléments qui ne sont pas hydrogène et hélium. D'accord. Justement, comme je vois le temps arriver, puis
Je sais, enfin, tu nous as donné quelques images qui étaient absolument magnifiques. Je trouvais dommage qu'on les voit pas. Je me rappelle tout à l'heure que Sudekil demandait quel est ton ou quelles sont tes étoiles préférées. C'était ma question suivante. Ah mince! C'est parfait, c'est pile poil le bon moment. Et du coup, on pourrait peut-être montrer certaines très belles images que vous avez montrées. De quoi, qu'est-ce que tu voudrais nous montrer comme étoile vraiment chouette C'est compliqué parce qu'en fait, il y a plein d'étoiles qu'on aime bien. Et le problème, c'est que comme vous les aimez bien, vous allez les observer. Et plus vous les observez en détail, plus vous vous rendez compte que vous ne comprenez rien. Et Comme toujours. travailler 1 an sur une étoile, ou 2 ans, ou 3 ans de suite, et que vous comprenez toujours rien, là, vous finissez par la détester. Et oui, c'est le problème. Ah non, mais ça arrive, hein, je vous jure. Quand mon époux qui travaille sur la même chose, il m'a déjà dit: ah non, mais celle-là, je veux plus la voir. Fini. Et puis 2-3 ans après, il dit: ouais, Vivement qu'elle explose en supernova. celle-là. On va y revenir. Vivement Donc, qu'elle voilà. explose. C'est ça. Bah oui, mais bon, voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, il y a beaucoup d'étoiles qu'on aime bien. Alors, voilà, il y avait le couple dans Westerlund 2 qu'on aimait bien quand même. Il y a Gamakas. Pour le moment, je travaille beaucoup sur ces objets-là. J'ai parlé d'HD 108, cette fameuse étoile qui tourne en 55 ans. C'est aussi une étoile que j'aime beaucoup. Là, j'ai travaillé aussi sur une qui s'appelle Zeta Pup, qui est en fait une étoile dans la constellation de la Poupe, qui s'appelle Naos. Et alors, c'est bien parce que Naos, c'est l'endroit secret dans les temples. Hein, donc, c'est tout de suite tout un truc assez amusant à suivre. Et donc, il y en a plein, c'est ça le problème. C'est que on a tu m'avais montré celle-ci, par exemple, NGC 6164, puisque toi, tu t'intéresses beaucoup au vent des étoiles. Ouais, ça c'est une copine à HD 108. Elles ont un type spectral un petit peu particulier. Elles ont comme type spectral donc O, hein, d'accord, mais suivi de F, point d'interrogation P. Alors pourquoi point d'interrogation? Parce que globalement, quand on a vu le spectre, on s'est dit, c'est quoi ce machin? On n'a rien compris. Un point d'interrogation. Voilà. C'est pas une blague, hein, c'est vraiment ça. Il y a des éditeurs qui connaissaient pas au départ. Alors, quand on leur envoyait les papiers, ils disaient mais vous avez un problème, il y a des points d'interrogation. On leur a dit non, mais c'est normal, c'est comme ça qu'on les appelle. D'accord. Et donc celle-là, c'est une étoile massive magnétique. Elle se trouve vraiment au centre de cette nébuleuse. Donc avec le vent, elle a formé d'abord ce qu'on voit un peu bleu, assez éloigné de l'étoile. Et puis elle a eu une éruption. Il y a quelque temps, une centaine de milliers d'années, et ça a formé la nébuleuse plutôt qui est au centre et qui a une forme un peu particulière, parce que si on regarde en détail, elle ressemble un peu à un truc hélicoïdal en fait. Et donc cette étoile-là, cette étoile qui est au centre, alors je vous ai dit c'est une étoile magnétique. Il faut savoir que si le champ magnétique solaire, c'est une vieille histoire quelque part, ça fait plus d'un siècle qu'on le connaît. Le champ magnétique sur les étoiles massives, moi quand j'ai commencé ma thèse, c'était toujours le truc quand on savait pas expliquer, on disait ouais mais c'est le champ magnétique. D'accord. On savait pas, donc on n'avait aucune, mais alors là aucune contrainte sur le champ magnétique. Donc quand on savait pas, on sortait du chapeau champ magnétique et puis basta. Sauf que les instruments ont commencé à changer il y a une petite vingtaine d'années et depuis, ben voilà, on a des détections de champs magnétiques. Et ces fameuses étoiles OF, point d'interrogation P, eh bien, il s'est avéré que c'était des étoiles massives magnétiques. Alors, c'est très différent du Soleil. Le Soleil, vous avez un champ magnétique qui est très localisé dans les tâches et tout, qui est très compliqué, qui change quand même pas mal. Dans ces étoiles massives, c'est beaucoup plus calme et tranquille. Ça ressemble vraiment à un aimant. Donc, c'est des très, très gros aimants. D'accord. D'accord. Il y a différentes personnes qui essayent de visualiser un peu ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand on voit ça, c'est difficile de s'imaginer, et qui te demandent les échelles déjà de ce genre d'objets, de nuages, et puis rappeler un peu d'où ça vient, toute cette matière-là qu'on voit autour de l'étoile. Alors, donc la matière qui est en bleu, la matière la plus externe, c'est en fait le vent de cette étoile massive qui a poussé le milieu interstellaire. D'accord, une onde de choc encore. Voilà, c'est ça, exactement, c'est une onde de choc. Donc elle pousse le milieu interstellaire avec sa matière. Elle le pousse aussi avec sa lumière, mais avec le vent stellaire, c'est plus efficace. Donc elle le pousse avec sa matière qu'elle éjecte en permanence. Et puis de temps en temps, elles font des petites éruptions. Et là, cette étoile-là, ce sont des éruptions. Donc elle a perdu toute la matière en surface, si vous voulez, a été éjectée. Et ça a formé le petit machin rose qui est au milieu. Alors quand je dis
Hein. Bon, alors, Voilà, justement. hein, on est quand même dans quelques années-lumière, là. Hein. D'accord. D'un côté à l'autre, ça doit faire à peu près 10 années-lumière. Donc ça veut dire que si on prend le Soleil et l'étoile la plus proche, Alpha du Centaure, ça ferait à peu près la moitié Voilà, de ce qu'on voit au milieu, quoi. Voilà. D'accord. Donc on est sur quelque chose d'absolument gigantesque, hein, ce qui est petit pour un astronome et monstrueux pour nous. Donc D'accord. si vous voulez communiquer avec Proxima b, la planète qu'on a découverte autour de Proxima du Centaure, vous pouvez lui envoyer une grosse éruption solaire avec un peu d'espoir qu'il le prenne bien. Et quelques millions d'années pour que ça l'atteigne. J'aime beaucoup une que je trouve absolument magnifique, qui est celle-ci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui se passe sur cette étoile-là? Alors, celle-là, c'est dommage que vous n'ayez pas pris le zoom avec Hubble. Vous l'avez pas, Alors la si, bien sûr, j'ai le zoom. Bien. Alors ça, c'est ce qu'on verrait à grand. l'œil. Et puis ça, Voilà. c'est ce que Hubble nous montre. Voilà, elle est ici. Voilà, c'est mieux. Parce que là, on voit très très bien où est l'étoile massive. Vous voyez, c'est celle qui est vers le milieu avec une espèce de croix. Alors, elle n'est pas au centre de la bulle, mais c'est elle qui l'a bien soufflé, cette bulle. Elle est un peu en haut à gauche. Elle est un peu en haut à gauche. Voilà, exactement. Et en fait, bon, vous allez me dire, si vous prenez un truc et que vous soufflez dans toutes les directions, l'étoile doit être au milieu. Mais il se fait que le milieu interstellaire n'est pas homogène. Et ici, il y avait plus de matière d'un côté. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que d'un côté, l'étoile a eu plus de mal à pousser. Et donc, elle a été moins loin. Et puis de l'autre côté, c'était beaucoup plus facile. Et donc, c'est devenu plus grand. D'accord. Donc on est toujours sur des vents solaires, hein, sur des vents solaires monstrueux, stellaires, des vents stellaires qui poussent la matière environnante et qui créent ces cavités, là, ces espèces de grosses bulles. D'accord. C'est absolument fascinant. Moi, je trouve ces images extraordinaires. Les bulles, j'adorais. Enfin, j'en ai fait plein pendant ma thèse. Ah, j'aime bien. Des étoiles comme ça qui faisaient des bulles autour d'elles? Ah ouais, on en a plein, c'est trop mignon, quoi. Et alors, quand elles sont en amas, eh ben, elles combinent leur vent et ça fait des bulles encore plus grosses. Ça fait des bulles de bulles. Alors, j'ai quelques micro-questions juste avant la conclusion, si tu veux bien. J'ai des micro-questions juste avant la conclusion. Est-ce que tu peux rapidement nous dire à quoi correspondent les couleurs sur ces images-là? Est-ce que c'est... Alors, ces images-là sont prises dans plusieurs raies, justement, donc dans plusieurs signatures. Alors, typiquement, on prend des filtres dans l'hydrogène, on prend des filtres dans l'oxygène, parfois dans le soufre. Et donc, en fait, bon, ça dépend, les couleurs, le choix des couleurs change d'une image à l'autre. Mais typiquement, ce sont ces éléments-là. Et donc, c'est un choix de les coloriser de cette façon-là. C'est vrai que c'est pas nécessairement bleu en vrai. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit donc, dans nos différents filtres celui qui est avec la lumière la plus énergétique. Généralement, on va le coder en bleu. Et celui avec la lumière moins énergétique, on le code en rouge. Et au milieu, en jaune ou en vert. Et donc, on essaie comme ça de respecter plus ou moins les couleurs. Mais bon, c'est un respect qui est vrai et pas vrai. Parce que vos trois filtres, ils peuvent être tous les trois dans le rouge. Quoi. Donc, en réalité, c'est un rouge foncé, un rouge moyen et un rouge clair. Quoi. Et vous allez transformer le rouge clair en bleu. Le rouge foncé, vous le gardez rouge. Et le rouge moyen, vous le transformez en jaune. Donc, voilà. Si je paraphrase ce que tu viens de dire, dis-moi si je me trompe, en fait là on a plutôt une image chimique de cette bulle, c'est-à-dire que chaque couleur correspond à un élément chimique particulier, donc c'est pas les bonnes couleurs, mais ça apporte des informations sur la chimie du milieu, alors que... La physique. Alors que le rouge, là, l'image rouge, c'est plutôt ce qu'on verrait à l'œil nu, c'est-à-dire dominé par l'hydrogène. Généralement, c'est le rouge qui est le plus fort parce que c'est l'hydrogène. H-alpha, c'est la raie la plus forte. Mais en fait, c'est assez particulier. Enfin, je veux dire, ces couleurs-là, enfin, je veux dire, ces éléments, si vous avez un choc, par exemple, vous avez certaines raies, certaines signatures lumineuses qui vont être boostées et d'autres qui vont être diminuées. Donc, c'est pour ça que quand vous avez un choc ici, ben voilà, ça devient intéressant de regarder dans telle raie, tel élément chimique. Quoi. Pour ça, qu'on chipote un petit peu et qu'on a plusieurs couleurs. Parce que c'est vrai qu'on nous dit souvent, on nous reproche souvent d'avoir des images qui sont belles, mais qui sont des fausses couleurs. Alors certes, c'est pas ce qu'on verrait à l'œil nu, mais c'est pas faux au sens où chaque couleur représente quand même un élément, un phénomène, quelque chose d'intéressant d'un point de vue scientifique.
En fait, elles ont été choisies pour leur intérêt scientifique et on les montre pour pouvoir montrer les différences justement entre éléments chimiques, entre eux, voilà, cette bulle bleue qui est le choc qui est en train de créer cette bulle, et puis le jaune qui est plutôt ici c'est simplement, on va dire, des nuages froids dont le bord est illuminé par cette étoile extrêmement chaude. D'accord. Eh bien Camille, je crois qu'il est, oh oui, il est 20h. Il est 20h. C'est ça. La soupe est en train de bouillir. On va passer à la conclusion. Ça vous embête si je propose aux gens quand même juste de jouer un jeu? Pas de souci. Pas de souci. Et juste avant, je vais ajouter un truc, c'est que quelqu'un disait que c'était des couleurs arbitraires. C'est pas arbitraire, c'est juste très réfléchi. Au contraire, c'est très réfléchi. C'est organisé de façon pratique, même si ça correspond pas à ce que verrait l'œil. Et juste après ta petite anecdote là, je donnerai la question de conclusion. Ouais, voilà. Donc, si les étoiles massives vous intéressent, mais aussi surtout si vous voulez découvrir un peu l'univers de l'astronomie X, on a fait un petit jeu pour la prochaine mission X, le successeur d'XMM, où vous allez pouvoir vous transformer en astronome des rayons X. Et donc, c'est un jeu de plateau qui est disponible sur le web. Je ne sais pas si vous pouvez rajouter le lien pour tout le monde. Est-ce que ça correspond à cette image-là? Voilà, c'est ça. J'ai des cartes. Et c'est vraiment comme un vrai projet, quoi. Donc, vous pouvez vous amuser à choisir un projet scientifique. Il ne sera peut-être pas accepté, hein, les gars. Ça arrive souvent que ce ne soit pas accepté. Devoir choisir, bien choisir votre instrument, bien choisir votre objet. Essayez d'avoir suffisamment de temps avant qu'il se produise quelque chose, parce que, bad ball, vous allez peut-être avoir un collègue qui va vous interrompre. Et le but est de publier, évidemment. Donc voilà, c'est vraiment notre vie de tous les jours, racontée en jeu de plateau. Et donc c'est un jeu sur lequel tu as collaboré, enfin tu as participé à sa création. C'est moi qui l'ai inventé, et alors j'ai eu des gars de Toulouse qui m'ont aidé pour le graphisme et tout ça. D'accord. Et puis, donc des traducs aussi, parce que. D'accord. Donc ce jeu s'appelle Athéna. Et c'est un jeu qu'on peut trouver sur le web. Enfin, on peut se renseigner dessus en cherchant. D'accord. Voilà, Athéna, vous tapez Athéna Board Game dans Google et ça va vous le donner direct. D'accord. Comme quoi, on peut aussi s'amuser avec les étoiles. Ah ben bien sûr, on peut s'amuser avec les étoiles. Non mais attendez, vous croyez que quand je fais la vulgarisation, quand j'écris des trucs ou quand je fais des cons, vous croyez que je fais ça pour m'ennuyer? Non, je m'amuse. D'accord. Camille. Eh ben, on passe à la question de conclusion. Oui, dis-nous. Question de conclusion, c'est sur l'avenir des étoiles massives, au sens propre comme au sens figuré. Première question de Poupoule sur Bételgeuse, la fameuse Bételgeuse. Va-t-elle mourir, ne va-t-elle pas mourir? Et question de Ulysse, c'est quoi l'avenir de ton domaine en fait? Il y a plusieurs choses. D'abord, pour Bételgeuse, je suis désolée les gars, oui, elle va péter. Maintenant, entre vous dire si elle va péter maintenant et dans moins d'1 million d'années, prenons large, hein, je peux pas vous dire. Mais bientôt. Okay. De toute façon, c'est bientôt. Voilà. Oui, bientôt en termes astronomiques, évidemment. Mais disons que l'annonce qui avait été faite, là où tout le monde s'est un peu excité, comme ça, il fallait pas s'énerver tant que ça, quoi. C'était en fait, cette étoile passe par plusieurs cycles de variation qui sont connus. Et ce qui se passe, c'est qu'il y avait justement 2 cycles qui se sont combinés. L'étoile était en même temps, minimum dans un cycle et minimum dans l'autre cycle. Et donc, paf, ça y est, ça a fait un gros minimum. Mais qu'on avait déjà vu il y a un siècle. Donc, c'était pas totalement inédit. Et voilà, maintenant, on sait, c'est OK, il y a de la matière qui est passée devant l'étoile, entre l'étoile et nous. Et puis voilà, quoi. Donc, on sait qu'elle va mourir, c'est sûr. Mais potentiellement pas demain, quoi. Mais peut-être après-demain. D'accord. Et donc, du coup, pour l'avenir de ton domaine, est-ce qu'il y a des nouveaux télescopes? Alors, il y a pas mal de choses. Hein. Voilà, il y a déjà ce successeur d'XMM, la Athéna, qui va permettre de faire des trucs vachement sympas. Donc là, il va falloir attendre 2030. Hein. On travaille pas mal dessus, mais 2030 quand même. Sinon, vous avez cette histoire d'essayer de trouver ces toutes premières étoiles qui vont s'allumer. Alors là, c'est pas tellement exactement ce que je fais, mais c'est sûr que ça va avoir un impact sur mon domaine. Donc là, on est avec le lancement du James Webb, qui est toujours reporté, mais qui devrait, bientôt se produire. Voilà. Et puis,
Et puis, je sais pas de quoi vous dire. On a plein de projets super intéressants. Enfin, voilà, pour le moment, il y a TESS. On aura d'autres projets style plateau qui vont compléter ça bientôt. Donc, c'est toujours un peu en évolution. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir on peut faire pas mal de choses. Comme ce sont des étoiles brillantes, vous pouvez décider d'aller prendre des très grands télescopes et d'essayer de les voir de très, 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 très loin. Ou alors, vous gardez celles qui sont prêtes et vous essayez de les étudier super en détail, par exemple en les mitraillant. Alors, par exemple, moi, je travaille avec pas mal d'astronomes amateurs pour essayer de mitrailler ce genre d'objet parce qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des super gros télescopes pour faire ça. Donc voilà, si vous voulez collaborer, on est toujours super ouvert là-dessus. Et je crois que franchement, l'avenir, il est multiple, comme pour tous les domaines. Je crois qu'on est encore très loin de les avoir comprises. Hein. Ça, c'est sûr. Donc il reste encore beaucoup de travail. Tous les jeunes qui sont ici et qui nous écoutent, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà, on a un master à Liège, on accueille régulièrement des Français, donc venez, on a plein de Français. Juillet à Liège. Donc venez, franchement, enfin voilà, quoi, ça pose aucun problème. On peut travailler là-dessus ou d'autres objets. On va avoir peut-être, on espère, on le saura très bientôt, le futur CERN, mais pour les ondes gravitationnelles, qui a une très bonne chance de se trouver entre Liège, Maastricht et Aix-la-Chapelle. Donc voilà, donc il y a de l'avenir, ça c'est sûr. Plein de belles choses encore à venir pour les années qui viennent. Je voudrais te remercier beaucoup d'avoir été là avec nous ce soir. C'était vraiment un moment très intéressant. C'est vrai qu'on parle d'astronomie depuis un mois ou deux, mais on n'avait jamais vraiment parlé spécifiquement d'une classe d'étoiles. Donc merci beaucoup Yael Nazé d'avoir été avec nous ce soir. C'était vraiment très instructif et puis très intéressant. Camille, est-ce que tu veux dire une dernière phrase ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup Yael de nous avoir parlé des étoiles. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'étoiles, quasiment pas depuis le début. On a pu rappeler pas mal de choses qui tenaient à cœur aux gens, notamment des problèmes de définition, comment ça marche les étoiles, comment ça meurt, etc. Et il y a même Ulysse qui se félicite d'avoir pu caser une question sur les trous noirs qui était dans le sujet. Qui était interdit. Qui est bravo Ulysse, parce que c'est vrai que c'est pas souvent dans le sujet, mais là c'était parfait. Si vous avez des questions qui n'ont pas trouvé réponse ou des questions qui ne sont pas dans le thème, gardez-les bien pour la prochaine fois. Et merci à toutes et à tous. Vous étiez une 60aine aujourd'hui à nous suivre. Et puis juste comme je le fais à chaque fois, donc à chaque fois je remercie l'invité présent et puis je prépare l'invité suivant. Donc nous sommes vendredi. Je vous rappelle que nous allons avoir un week-end un petit peu plus grand que d'habitude, un week-end de 3 jours. Donc lundi soir, il n'y aura personne, pas de live lundi soir. On se retrouve donc mercredi prochain, mercredi 3. Et là encore, on va parler encore d'un nouveau sujet dont on n'a pas du tout parlé, puisque depuis le début, on vous dit que l'infiniment grand et l'infiniment petit, on a toujours besoin de l'un et de l'autre pour pouvoir tout comprendre. Et bien justement, mercredi prochain, nous recevrons Narei Lorenzo Martinez, qui elle est une physicienne des particules et qui viendra justement nous expliquer comment est-ce que, en observant l'infiniment petit, on arrive à en conclure des choses sur l'infiniment grand. Voilà. Merci beaucoup à tous, merci à vous dans le chat de votre fidélité, merci Camille d'avoir été là, merci beaucoup et bon week-end à tous, au revoir.